Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre Invité. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Moka, notre invité du jour. Bienvenue, professeur. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très longtemps que vous êtes passé sur Télé 50. Toujours un pèlerinage où la stratégie voulait que vous puissiez un tout petit peu disparaître parce que vous êtes souvent en Europe, aux États-Unis, dans des conférences. Oui, mais souvent aussi en RDC pour rencontrer la population et donner mes cours. Vous donnez vos cours d'économie à l'université jésuite de Djouma. Non, l'université jésuite de Djouma. De Djouma? Pas intéressé par l'université Mapone? Ah, j'ai vu les images. J'ai vu les images. Très intéressant, encourageant. Restons positifs. Restons positifs. Vous êtes président du mouvement bleu. Une fois de plus, la population peut comprendre. Le mouvement bleu, c'est que ça fait longtemps que vous êtes passé à la télévision, vous ne passez pas souvent. C'est quoi le mouvement bleu? Le mouvement bleu est un parti politique indépendant et basé sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi le psaume 23? Pourquoi la Bible? Parce que le peuple... Tous vos membres ne seront pas chrétiens. Peux-tu y avoir aussi des musulmans? Bien sûr, mais n'oubliez pas que la majorité des Congolais sont chrétiens et chacun doit être, comment dirais-je, fidèle à sa foi. Moi, je suis chrétien, je ne peux pas le renier. Si d'autres sont musulmans, je ne vais pas les rejeter parce qu'ils sont musulmans. Donc, en tant que politique, ça diminue votre auditoire. Oh, vous savez, je connais des pays où il y a presque 50% des chrétiens et 50% des musulmans. Ça n'empêche pas certains leaders politiques de parler de leur foi. Moi, je n'ai pas peur de parler de ma foi dans le cadre d'un pays comme la RDC, qui est un pays à majorité chrétien. Accepteriez-vous d'avoir des musulmans dans votre parti? Absolument pas. J'ai des musulmans dans ma famille. J'ai d'autres foi également dans ma propre famille. Je les accepte. Nous communiquons, nous prions, même parfois ensemble. Donc, vous voyez, je suis très tolérant sur ce point-là. Le mouvement bleu existant depuis quand? Depuis 2003. D'abord, c'était le mouvement Psaume 23, qui a été créé le 17 août 2003, ici même à Kinshasa. Et en 2005, à Bruxelles, j'ai créé le mouvement bleu, qui a été agréé comme parti politique, ici en RDC, en 2015. Et alors, aujourd'hui, vous ressortez de votre silence, c'est parce que la CENI a publié le calendrier électoral. Ben, on attendait que ça, nous. Ah bon? C'est la vérité. Ben oui, on attendait que ça. Qui n'attendait pas ce calendrier? Nous tous. Alors, c'est une occasion qui s'offre à vous. Ce n'est pas une question d'occasion. C'est une question de, comment dirais-je, d'utilité. Il ne faut pas parler ou apparaître pour parler pour le plaisir de parler. Oui. Au Congo, on parle beaucoup. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui parlent, je préfère leur laisser la place de parler. Moi, j'apparais lorsque je considère que c'est réellement utile d'apparaître pour donner mon point de vue. Donc pour vous, le silence est plus fort que la parole de foi? Ça dépend des circonstances. Je pense que les actes sont plus forts que les paroles. Et quand on agit, on parle également, mais on ne parle pas à des télévisions. On parle là où on agit. On parle aux étudiants, on parle à la population, on parle aux partenaires. On ne parle pas à la télévision. Vous n'êtes pas populiste? Non, je ne suis pas populiste. C'est vrai que le terme en soi a une connotation un peu péjorative, mais je ne dis pas cela dans le sens de rejeter ou de mettre les populistes dans une certaine catégorie. Moi, je pense simplement que dans un pays comme celui-ci, on a beaucoup parlé, et donc il faut plutôt agir, et parfois, quand on agit, on a besoin de parler, et parfois, quand on agit et qu'on parle, on a besoin de faire savoir.
Le calendrier vous a donné l'occasion de sortir de votre silence et vous admettez, vous êtes favorable à ces calendriers électoraux où vous dites non, le calendrier doit être revu, il faut un consensus politique, comme on le dit par l'opposition radicalisée. Combien de temps nous avons attendu pour avoir un calendrier? Combien de temps nous avons entendu dire Soki, balingi les kadat, il y a le 19 décembre, il faut les kanga dans autres. Combien de fois nous n'avons pas vu des manifestations, des clashs, des conciliambules, des dialogues pour avoir un calendrier. Maintenant que nous avons ce calendrier, nous allons encore perdre du temps dans des conciliambules, dans des dialogues. Oui, pour les autres, les calendriers donnent l'occasion à une transition qui ne dit pas son nom, mais pour le rassemblement. Ça sera une transition sans Kabila. Si vous revoyez les images de la dernière rencontre que nous avons eue, analysez tout ce qui a été dit et vous verrez que 98% de ce que j'avais dit d'un point de vue analytique, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je vais vous donner une autre analyse. Cessons de pédaler en arrière. On n'a plus ce temps-là. Remarquez, c'était le décembre 2016. Nous sommes maintenant en novembre 2017. Maintenant, il faut se préparer. Il ne reste pratiquement qu'une seule année pour arriver en 2018. Les gens de la CENI vont vous dire que lorsqu'on a fait l'enrôlement, il n'y avait pratiquement pas du tout des témoins venant des partis d'opposition. Alors, j'aimerais que nous puissions ensemble laisser un petit peu tout le cinéma de côté. Alors, votre parti politique est de quel bord? Je vous ai dit, nous sommes indépendants. Le Mouvement Bleu est un parti politique indépendant. Mais votre discours épouse la position de la majorité présidentielle. Absolument pas. Si nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est principalement la faute de la majorité. La majorité a été malhonnête. Malhonnête. Aujourd'hui, la majorité est très largement vomi dans ce pays. Je ne vous apprends rien. Si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce que la majorité n'a pas correctement appliqué les décisions parlementaires concernant les préparatifs des élections depuis 2011. Donc, la majorité est très largement responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. D'où vous refusez que votre façon de voir les choses soit indexée à la majorité présidentielle. Justement, puisque la majorité est de très mauvaise foi, puisque l'opposition est constituée principalement d'opportunistes, mais il est clair que le Mouvement Bleu ne peut se positionner ni parmi les opportunistes, ni parmi les gens de mauvaise foi. Donc, nous restons indépendants. Indépendants au centre. Vous savez, aujourd'hui, on retrouve dans le centre des gens qui n'inspirent pas confiance du tout. Alors, je préfère préserver l'intégrité morale du Mouvement Bleu dans l'indépendance plutôt que dans un centre truffé de partis ou des personnes qui aujourd'hui n'ont aucune crédibilité auprès de la population. Le Mouvement Bleu, c'est une sorte d'électron libre. Vous savez, aujourd'hui, quand vous observez la politique internationale, vous allez constater que ce sont les électrons libres qui accèdent au pouvoir. Vous vous basez sur la victoire de Macron. Et il n'y a pas seulement Macron, il y a également M. Donald Trump, pour ne citer que lui. Il y en a d'autres que je peux vous citer. La liste est assez longue. Il y a une tendance aujourd'hui, globale. C'est comme une sorte de contamination des peuples, qui fait que ce sont ceux qui agissent dans l'indépendance d'esprit, non pas pour des intérêts. Ce sont ceux-là, parce qu'en effet, ceux-là semblent rester beaucoup plus proches des aspirations de leur population. Et c'est là où moi je me situe. Vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la majorité présidentielle. Vous êtes indépendant.
Quelle est la candidature que vous allez soutenir aux élections prochaines? Vous allez soutenir quel bord? Je serai moi-même candidat président de la République. Vous-même? Moi-même. Où? Évidemment, nous aurons également la liste de nos députés et de nos sénateurs. Candidat président, vous sortez vous tombez comme un cheveu dans la soupe, comme qui dirait. J'espère que vous aimez les surprises. Les surprises. Et la détermination vient d'où? La détermination vient d'abord de ma foi. Parce que avant de m'engager, j'ai d'abord dû consulter là-bas au-dessus. Quand j'ai eu le feu vert, ensuite j'ai consulté ici en bas, celles qui partagent ma vie. Quand j'ai eu le feu vert des deux, j'ai dit qu'il était temps de prendre mes responsabilités. Vous avez rêvé dans un rêve, vous êtes devenu chef de l'État, c'est ça? Je ne pense pas que... Je dois accomplir mon rêve. Je pense que le rêve peut être une motivation. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de rêver des choses nouvelles, de rêver de leaders nouveaux, de rêver de vivre une vie nouvelle. Et on se pose la question, un candidat président qui n'a pas de base populaire, sur quel fondement allez-vous consolider votre victoire? Vous savez, vous me rappelez ce que j'entendais les gens dire lorsque je vivais encore dans la diaspora. Au vu de mon carnet d'adresses et de l'estime que certains de ces leaders ont à mon sujet, on entendait certains partis que je ne citerai pas ici leur dire « Mais vous savez, mais Moka n'a aucune base. » Mais vous verrez les images par vous-même et vous comprendrez qu'on est très loin de ce que vous êtes en train de dire. La base que j'ai, ce n'est pas seulement ces gens par centaines de milliers qui sont autour de moi. Ce n'est pas seulement ça. Parce qu'aujourd'hui en RDC, les gens peuvent vous suivre parce qu'ils espèrent manger quelque chose. Et vous, c'est le contraire? Les gens me suivent parce que j'ai une proposition, le plan MOCA, qui est une proposition concrète pour donner le travail, le courant, l'eau, les frais académiques, une ligne de crédit pour l'habitat. Là, c'est un discours propagandiste. Non, pas du tout. Ça, c'est le plan MOCA qui se démontre de manière très simple et qui apparemment est compris par cette population. Et cette population ne dit qu'une seule chose. Papa, mukoloni nokobanda musala oyo. Mukoloni ni okozalawana po tomona tolia biloko oyo. Vous êtes catholique? Non, je suis protestant. Oui, protestant. Oui. C'est pourquoi vous dites, tous les protestants seront derrière vous. Mais non, je n'ai jamais dit que les protestants se rangent derrière moi. J'ai dit ceci. J'ai dit que la population que vous voyez dans les images, cette population n'appartient pas à un mouvement bleu ou à un parti X. À Kinshasa, c'est plus de 15 millions déjà peut-être. Mais bon, les nombres avec une mobilisation, sachant que vous êtes aussi intelligent, vous savez comment organiser les choses, on peut ramener autant de personnes. Question d'avoir les moyens de le faire. Ça ne vous donne pas la raison d'avoir être aussi optimiste pour être élu président un jour. C'est trop prétentieux. Non, mon optimisme d'être le prochain président de la République démocratique du Congo ne vient pas de ça. Mon optimisme vient de ma proposition, de l'esprit nouveau qui habite en moi. Et la CENI n'a pas encore lancé l'appel à la candidature. La CENI n'a pas encore lancé la candidature, mais rappelez-vous, nous avions dit, nous attendons le calendrier électoral. Nous attendons maintenant qu'on dise, venez déposer vos candidatures, et ces dates sont fixées, et ce jour-là, je serai là. Vous êtes originaire de la grande province du Bandundu? Absolument. Et c'est ce qu'ils disent, mais il est même inconnu chez lui. Ah, je pense qu'ils vont être très surpris par les images.
Parce que vous savez... Vous étiez dans les Bandoudoux? Ah, mais vous verrez, les images sont là. Je ne ferai pas de commentaires. Les images se passent de tout commentaire. C'est la curiosité d'un enfant qui était parti depuis longtemps, qui revient intelligent. On l'a vu avec beaucoup de dignitaires en Europe. Eh bien, comment il est devenu? La curiosité peut-être. Hein. C'est pour cela que j'ai dit, ce n'est pas le nombre des personnes qui entourent un homme public qui détermine ses chances de gagner les élections. Je l'ai dit au début. Aujourd'hui, en RDC, même les plus margoulins de nos hommes politiques savent réunir des foules. Ce ne sont pas les foules qui déterminent les chances d'un candidat aux élections. C'est sa capacité à en pâtir. Aujourd'hui en RDC, c'est surtout la nouveauté. Le peuple est clair. Nous ne voulons plus tous ces noms connus. Bango nyoso bamiyibi, tolingi makambu ya sika. C'est cela l'attrait. On est attiré par le nouveau. Quelque chose, justement comme vous avez dit, qui sort de nulle part. C'est ça que les Congolais veulent aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans les fardeaux du passé. Après avoir amassé un peu d'argent en Europe, aux États-Unis, avec votre lobbying, on a vu des photos sur Internet. Vous êtes souvent avec des grandes personnalités. Et comme qui dirait à l'époque de Mobutu, qui est derrière vous? Vous vous rappelez, on m'a posé cette question sur la RTNC il y a un petit temps. Certains disent que ce sont les lobbies du groupe Bilderberg qui sont derrière moi. Certains disent que ce sont les lobbies de Barack Obama qui sont derrière moi. Où est-ce qu'un professeur d'université va trouver aussi le moyen nécessaire pour battre sa campagne? Parce qu'elle demande beaucoup d'argent quand même. Vous oubliez, lorsque nous avons une autre interview, que je vous ai dit que j'étais également à la tête d'un groupe financier basé à Dubaï. Je viens à peine de commencer mon boulot de professeur en RDC. Vous comprenez? Voilà. Un groupe financier, un groupe qui serait peut-être une raison pour vous de justifier le financement controversé. Vous savez, M. Macron est un banquier. M. Macron a suivi un parcours assez intéressant puisqu'il n'était pas connu et on ne lui donnait aucune chance. Aujourd'hui, M. Macron contrôle non seulement la présidence de la France, mais contrôle également le Parlement français. Comment est-ce qu'il a fait? Il a simplement été à la rencontre de la population française et son discours, sa proposition a été attrayante et attiré des financements pour sa campagne. M. Barack Obama, c'était la même chose. Ce sont des principes qui sont connus. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire, je considère, comme d'ailleurs beaucoup de Congolais, que la situation est catastrophique et qu'il faut faire quelque chose de nouveau. Il faut proposer quelque chose de nouveau. Et j'ai proposé quelque chose qui intéresse aussi bien la population congolaise que certains partenaires à l'extérieur. Oui. Mais attention, je tiens à préciser une chose. La base de ma conviction ne vient ni de Paris, ni de New York, ni de Bruxelles. La base de ma conviction vient d'abord de là, ensuite de ma communion avec la population congolaise. Pour terminer avec vous, une question dernière. Êtes-vous déjà en campagne? Je ne suis pas en campagne. Bien sûr que je ne suis pas en campagne. Mais vous me posez des questions sur ma prochaine candidature présidentielle. Et donc, je suis obligé de répondre à vos questions. Mais, soyons sincères, nous sommes tous en pré-campagne. Ça, c'est une réalité du terrain. Mais la campagne officielle commencera lors du lancement de la campagne officielle. Et c'est ce jour-là qu'officiellement, je donnerai ma déclaration. Et j'aimerais vous dire une chose. Je serai le gagnant de cette course. Qui vivra, verra. Que Dieu vous entende. Merci beaucoup, Prof Moka, d'avoir accepté l'invitation de cette émission.
C'était un plaisir de nous vous recevoir aujourd'hui parce que c'est la deuxième fois que vous passez sur Télé 50 après plus ou moins 3 ans, je pense. Et à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Nous allons vous présenter d'autres invités car l'actualité reste dominée par la publication du calendrier électoral qui provoque beaucoup de réactions et vous aurez beaucoup d'invités avec des questions pertinentes. Au revoir.